Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un livre. Et le livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui ou de redécouvrir s'intitule Gouverné par le chaos. Il a été publié chez Maximilo dans les années 2010, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite. Dans les années 2010, en février 2010, pour être précis. Je ne pourrais pas vous donner le nom des auteurs parce qu'ils ont souhaité rester anonymes. Peut-être ont-ils eu raison de le faire à l'époque. Vous en jugerez à partir de ce que je vais vous dire sur ce livre. Alors, Gouverné par le chaos, il y a un sous-titre. Et le sous-titre, c'est Ingénierie sociale et mondialisation. Ce que je voudrais qu'on retienne, parce que ça va être l'essentiel, me semble-t-il, c'est l'essentiel du livre, c'est le mot ingénierie sociale. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre et pourquoi je voulais vous partager ce que j'y ai trouvé avec vous? Eh bien, il me semble que c'est une très bonne grille de lecture, une très bonne compréhension de ce qui nous arrive en fait. Et l'ingénierie sociale, telle que décrite dans ce livre, en fait, nous montre quelles sont les nouvelles formes de contrôle social. Et vous savez qu'un contrôle social a toujours une finalité, c'est de déstructurer le corps social, ceci pour que le pouvoir dure. Alors par exemple, je vais vous montrer je vais donner un exemple de contrôle social. Vous créez par exemple en amont une insécurité. Vous créez après cette insécurité une demande de sécurité et pour y répondre, vous faites une offre sécuritaire. Alors nous sommes en avril 2015, vous comprenez de quoi je parle, surtout dans notre pays depuis janvier 2011 et ailleurs, par exemple aux États-Unis, depuis septembre 2001 par exemple. Alors nous sommes dans un contexte de société de masse, c'est-à-dire qu'en fait, ce que disent les auteurs, c'est que nous ne sommes pas dans des organisations qui sont des organisations locales, tout a été massifié, y compris au niveau mondial, et donc la politique, dans ce cadre d'une société de masse, c'est une activité de contrôle. Mais ça a toujours été une contrôle social. Hein. Ça a toujours été une activité de contrôle social exercée par des dominants minoritaires sur des majorités dominées. Donc, pour le coup, c'est un schéma archaïque, mais toujours contemporain. Donc, l'archaïsme est moderne, pour le dire comme ça. Donc, la nature du contrat social, si je puis dire, par rapport aux nouvelles formes de pouvoir, a subi beaucoup d'évolutions, et c'est ce que les auteurs disent. Et donc, il fut un temps où, pour exercer le contrôle social, eh bien, on s'appuyait sur une idéologie et sur l'inculcation de l'idéologie ou des principes de cette idéologie. Or, disent-ils, ces auteurs, on passe à des questions techniques d'ingénierie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait plus appel à des idéologies, logique d'ailleurs parce qu'il n'y en a plus beaucoup, voire plus du tout, sauf l'idéologie dominante, si tant est qu'elle en soit une, et puis on utilise des techniques d'ingénierie, des comportements qu'on pourrait appeler aussi de la gestion de groupe, ou qu'on retrouve, vous le connaissez ça aussi bien que moi, sinon mieux bien sûr, dans le marketing, le management, voilà. Donc on appelle ça globalement les sciences de gestion. Ce que les auteurs disent, c'est qu'il fut un temps où effectivement on contrôlait le corps social avec des outils qui étaient plutôt de l'ordre de la parole, du verbe, de l'argument, etc., de la logique, si tant est que ce soit possible. Et puis aujourd'hui, on est passé à autre chose. On est passé à des outils techniques et justement qu'on résume en fait, qu'on met dans le sac, si je puis dire, des sciences de gestion, et qui sont finalement les outils qui permettent de mettre en œuvre une ingénierie sociale. On est donc passé d'un contrôle social fondé, peut-être, en tous les cas sur le langage, ce que je vous disais, à un contrôle social qui se repose entièrement sur la programmation comportementale. En d'autres termes, ce qu'on essaie avec ces outils, c'est de programmer le comportement.
Donc, la politique qui était finalement jadis l'art de réguler les contradictions d'un groupe, les débats d'un groupe, les conflits d'un groupe, les oppositions d'un groupe, les tensions d'un groupe, est devenu l'art d'automatiser les comportements, en fait, pour le dire comme ça. Donc il s'agit, en d'autres termes, de réduire un groupe de sujets à un ensemble d'objets, une sorte de réification générale. Nous ne serions finalement que des données statistiques et des données qui n'ont pas un caractère d'imprévisibilité, donc un caractère vivant. Voilà. Alors, le phénomène de l'ingénierie sociale s'étend sur le monde. La question n'est pas tellement de savoir si c'est un pays qui est plus touché que l'autre, etc. Il y a une sorte de mondialisation. Sachant que la finalité aujourd'hui des grandes organisations internationales, qui dépassent largement la souveraineté des nations, c'est de créer un gouvernement mondial. Alors, je n'ai pas besoin de vous le prouver plus que ça, il y a plein d'organisations qui s'arrogent le droit, illégitime d'ailleurs, mais peu importe, parce que ce droit-là s'est transformé en pouvoir, de régner sur le monde, et on pourrait citer l'OMC, on pourrait citer l'OTAN, on pourrait citer, enfin, oui, l'OTAN, même si c'est une partie du monde, on est déjà européanisé nous-mêmes, hein, il ne s'agit plus de la France, mais de l'européanisation du pouvoir. On peut citer oui, enfin, l'OMC, je crois que j'en ai déjà parlé, et peut-être d'autres, l'ONU, enfin, etc. Bon, avec plus ou moins de pouvoir, mais il n'empêche que, regardez ce qui se passe sur les traités transatlantiques aujourd'hui, où, avec une opacité totale, des organisations, des hommes dans des organisations sont en train de créer des accords qui dépassent largement la souveraineté populaire. D'ailleurs, la souveraineté populaire, si elle n'était pas dépassée, aurait probablement demandé à regarder, à voir ce qui se passait là. De la même façon, il a été signé des accords entre le Canada et l'Europe, je crois, des accords commerciaux, et puis, mais qui changent le droit, hein, donc c'est pas que les accords commerciaux. Et puis, il a été signé aussi des accords entre le Canada, je crois, les États-Unis et le Mexique, etc. Bien. Donc, toutes ces structures-là sont des structures mondiales, en fait. Elles s'agrègent pour faire un droit, ou un ordre plutôt qu'un droit d'ailleurs, mondial. Alors évidemment, c'est la création de ce gouvernement mondial. Je pensais, excusez-moi, ça me revient maintenant, mais je pensais aussi au FMI, voilà, typiquement, ou la Banque mondiale, voilà, typiquement, les organisations mondiales. La Banque mondiale, c'est une sorte de banque centrale mondiale. Elle n'est plus centrale, elle est mondiale, pour le dire, comme ça. Et donc, la caractéristique d'un pouvoir, quel qu'il soit, vous le savez, c'est d'éviter d'être renversé, bien sûr. Donc, un pouvoir mondial s'arrange pour ne pas être renversé. Et donc toutes les règles qui sont données aujourd'hui ont d'une part ont pour finalité d'une part d'instaurer une mondialisation du pouvoir, parce qu'elle n'est pas qu'économique, et d'autre part de mondialiser l'ensemble des mesures qu'il faudra prendre pour que ce pouvoir-là ne soit pas renversé. Alors, comment on évite le renversement des pouvoirs comme celui-là? Eh bien, par le contrôle, évidemment. Alors, je ne vous citerai pas les scandales, entre guillemets, parce que ça n'a pas fait un scandale, ça a fait un scandale politique plus qu'un scandale citoyen, si je puis dire. Vous avez toujours la NSA qui observe tout le monde et tout le temps. Vous avez en ce moment en France la loi sur le renseignement. Vous avez, qui est une réplique du Patriot Act aux États-Unis, etc., etc. Donc il s'agit de mettre en œuvre une sorte de système, comment dire, de prévention peut-être, de prévention, oui, je veux le dire comme ça, et qui consiste à réduire l'incertitude qui sont liées au comportement. Alors pour ça, on fait appel à des techniques que vous connaissez bien sûr, hein. Et ces techniques sont basées sur un principe simple, et je vais vous faire une citation qui vous fera bien comprendre. Une citation d'un monsieur qui s'appelait Laurent Souly, qui était conseiller de campagne de monsieur Nicolas Sarkozy lors de sa première campagne à l'élection de la présidence de la République. Et voilà ce que dit monsieur Laurent Souly, pardon, SO2LY, il dit « La réalité n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui compte ». Donc comprenez bien ce que ça veut dire qu'il faut créer des perceptions
pour qu'elle se substitue à la réalité. Donc l'ensemble de ces techniques sont dédiées à ça, c'est-à-dire remplacer le réel par une perception du réel qui devient réalité. Alors, pas besoin de vous, peut-être que vous le savez, je pense que vous le savez, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, les grandes écoles de ça, enfin la grande école de cet art de la, comment je vais dire, de la supercherie, on va l'appeler comme ça quand même, c'est Paolo Alto, l'école de Paolo Alto, et donc toutes les techniques qui ont été créées dans cette école sont là pour que la perception devienne une réalité commune, en fait. Hein. Donc c'est un vaste ensemble de disciplines, hein, l'école de Palo Alto, qui sont des disciplines qui ont été dites gestionnaires, mais comprenez-le, effectivement, on pourrait penser que gestionnaire, bah, ça s'appliquait finalement à une partie, définissable, en tous les cas identifiable, de l'activité des hommes. On pourrait penser à l'entreprise ou aux organisations, etc. Pas du tout. La gestion aujourd'hui, vous le savez, a envahi tous les champs, et donc tout est géré. Y compris votre vie, y compris la mienne, enfin voilà. Bon, il faut gérer sa vie, gérer son temps, gérer ses enfants, enfin bref, on gère tout. Et donc comme on gère tout, et d'ailleurs Paolo Alto, l'école de Paolo Alto, n'y est pas pour rien dans le fait que nous imaginions qu'il faille tout gérer, puisque la réalité, enfin la perception que nous avons de la réalité, celle-là maintenant. Alors qu'est-ce que vous avez dans les plus connus, hein, dans ces techniques déployées? Bien, vous avez dans ce que j'appellerais moi des disciplines gestionnaires, mais vous avez le marketing, vous avez le management, vous avez le cognitivisme, vous avez la psychologie sociale et comportementale, vous avez la PNL, la programmation neurolinguistique, vous avez l'analyse transactionnelle, vous avez le storytelling, vous avez le MBTI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de test pseudo-scientifique qui vous permet de découvrir votre personnalité. Vous avez le social learning, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'elles font ces techniques en fait? Elles reconfigurent l'humain. Et encore avec quoi? Avec toujours la même finalité, réduire l'incertitude du comportement. Quand vous passez un test de psychologie de personnalité et qu'on vous dit vous êtes plutôt dans cette personnalité-là, croyez-moi que ça réduit fortement l'incertitude, puisque la croyance faisant que vous aurez du mal, et d'ailleurs vous n'aurez pas l'idée, de sortir de la case dans laquelle on vous a mis. Évidemment, c'est très astucieux. S'ajoute à cela, donc à l'incertitude, à la réduction des incertitudes liées au comportement, s'ajoute à cela une surveillance généralisée. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'on vous serait surveillé, et quand vous constatez que vous l'êtes, alors vous faites attention, évidemment, vous n'êtes plus le même que quand vous n'êtes pas surveillé. Quand la loi sur le renseignement passera dans ce pays, en France, eh bien, vos navigations Internet vont légèrement être changées parce que vous savez que vous êtes surveillé. Et cette surveillance-là a évidemment une finalité très précise, c'est d'éviter toute velléité critique. Évidemment. Alors, il y a une différence, comprenez-le, entre Google qui fait déjà ça, mais qui n'a pas d'invention d'annihiler toute velléité critique. Google va chercher un maximum d'informations sur nous, sur vous, sur les autres, à des fins commerciales, hein, bien sûr. Mais la différence, avec un État qui poursuit les mêmes objectifs, c'est que Google n'a pas de police et l'État a le monopole de la violence. Et c'est ça toute la différence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? Qu'est l'ingénierie sociale? Eh bien, c'est la reconfiguration, c'est-à-dire une sorte d'opération de programmation et de conditionnement des comportements. Voilà ce que c'est que l'ingénierie sociale. C'est pour ça que le sous-titre de ce livre me paraissait essentiel par rapport à Gouverner par le chaos, qui me paraissait ne prendre qu'une des techniques qui permettent, je vous le répète, de programmer et de conditionner les comportements. Donc la réussite d'une ingénierie sociale, ça s'appuie sur des chocs, d'où le titre du livre, les chocs. Pour reconfigurer, il faut effacer et réinitialiser. Voilà le principe même de l'ingénierie sociale. Donc il s'agit et alors là j'ai un texte qui est très intéressant, qui est, je crois que c'est de Munk. Non, c'est pas de Munk. Le texte de Munk, j'en ai copié un tout à l'heure, mais c'est pas là. Donc
l'outil du choc utilisé par l'ingénierie sociale, il s'agit d'utiliser la panique, globalement, pour centraliser les pouvoirs, hein, pour que les pouvoirs aient plus de poids et pèsent davantage. Le pouvoir de M. Bush le lendemain du 11 septembre 2001 a été considérable. Une sorte de césarisme pour essayer d'évoquer une image. Milton Friedman, le fameux Milton Friedman, disait en 1982, et là je le cite, « Seule une crise réelle ou supposée, peut produire des changements. » Donc Milton Friedman voyait bien que, a dicté une loi ou un principe qu'il a expérimenté, son école et lui-même a expérimenté ça après le coup d'État du Chili par exemple, et Milton Friedman dit il faut qu'une crise, qu'elle soit réelle ou supposée, en d'autres termes qu'elle advienne ou qu'elle n'advienne pas mais qu'elle ait l'air d'advenir, eh bien peut produire des changements. Le schéma est simple, vous le connaissez maintenant, en ce qui concerne notre monde contemporain, vous dérégulez, vous libéralisez les économies locales, ce que j'entends par des économies locales, c'est les économies des pays, hein, il s'agit de raisonner au niveau du monde, de la planète, donc là dans le local on parle des pays, donc c'est à l'échelle d'un État, hein, pour le dire autrement, et vous les placez sous tutelle d'entreprises multinationales ou d'organisations transnationales, par exemple, et vous avez un exemple frappant depuis déjà 5-6 ans, qui n'arrête pas enfin dans les cas qui est toujours très chaud, surtout en ce moment, qui est le cas de la Grèce. Le cas de la Grèce a fait exactement la même chose, c'est-à-dire il s'est passé on a libéralisé les économies locales, on a placé sous tutelle des entreprises multinationales, on a placé des services qui étaient publics au départ sous tutelle d'entreprises multinationales ou d'organisations transversales. L'État, même de la Grèce, les services publics, certains services publics ont été placés sous tutelle de multinationales et l'État même de la Grèce a été placé sous tutelle d'organisations transnationales qu'on appelait la Troïka à l'époque. Alors, un choc doit, dans la logique de l'ingénierie sociale, hein, un choc doit détruire la souveraineté. Pourquoi? Parce que la souveraineté est un pouvoir qui résiste. Et donc c'est pour ça que le choc doit d'abord s'attaquer à la souveraineté. Et je vais vous lire ce coup-ci, vous voyez que j'y viens, le texte d'Alain Minck, qui a écrit un livre qui s'appelait « 10 jours qui ébranlèrent le monde », je ne sais plus quelle date, et voilà un extrait de ce livre. Seul un événement traumatique nous réveillera tant les faits du 11 septembre 2001 s'est évanoui. L'opinion interdit en effet les mesures préventives, mais accepte les décisions qui suivent un événement traumatique. Rien ne saurait mieux qu'un gigantesque canular dès lors qu'il aura suscité une panique. Rien ne saurait mieux qu'un gigantesque canular dès lors qu'il aura suscité une panique. Donc ce que M. Minck dit, c'est qu'on gère les choses, alors qu'on gouverne les peuples par la panique, et les auteurs disent qu'on gouverne par le choc. C'est exactement la même chose. Donc vous l'avez vu, pour commencer par classifier, si je puis dire, ou redonner un peu de logique à tout ce que je viens de vous dire. 1, il faut réinitialiser les comportements. 2, il faut créer un choc traumatique pour permettre après de conduire le peuple sidéré là où on veut le conduire. 3, vous connaissez, il y a l'accompagnement, le fameux accompagnement du changement, dont tant de consultants se targuent d'être des professionnels et qui a l'air d'être au cœur de l'ensemble des organisations, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement du changement? Ça veut dire vaincre la résistance. Voilà. Je pense que ces consultants auraient eu, par exemple, beaucoup de travail quand les Allemands ont envahi la France et que les résistants ont résisté. Ils auraient probablement accompagné ces résistants pour qu'ils ne résistent pas. Le changement, en fait, pour développer une ingénierie sociale, évidemment, la résistance au changement est un vrai problème. Et c'est même peut-être un des problèmes principaux. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il faut accompagner le changement. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vaincre la résistance. Alors, on peut le faire sous l'Allemagne nazie, sous l'occupation allemande par les armes, on peut le faire, vous verrez, par bien d'autres méthodologies. La finalité étant la même. Donc il faut faire accepter le changement, en fait, c'est ça l'idée, hein, en général.
voire même, et là on est très fort, il faudrait même qu'on le désire, ce changement. Il faudrait donc le faire désirer. Et c'est tout le problème, c'est toute la pratique de l'accompagnement au changement. Non seulement je vais vaincre la résistance, mais en plus, je vais faire de ces résistants vaincus des gens qui désirent ce changement. Alors, c'est un peu la question, les auteurs ont une très belle phrase pour ça, ils disent comment inoculer finalement le syndrome de Stockholm à des populations entières. Hein. Voilà, c'est ça la question. Alors d'abord, dans cet accompagnement au changement, il faut produire du vocabulaire, hein, il faut créer des sens, quel que soit d'ailleurs le contenu des mots qui n'ont souvent pas de contenu. Mais il faut créer un vocabulaire parce que vous savez comme moi que quand la grammaire et le vocabulaire changent, la représentation des choses et la façon de décrire les choses est différente. Alors par exemple, citer quelques mots, nomadisme, la mobilité, qui donne presque une idéologie mobilitaire, la flexibilité, on a même inventé un mot formidable qui s'appelle la flexi-sécurité, la rupture, on a entendu ça en 2007, n'est-ce pas, souvent, la réforme, ça on l'entend tout le temps, partout, et les pouvoirs demandant des réformes structurelles. Je vais vous citer un texte pour illustrer ce propos. Il s'agit bien d'ingénierie sociale et qu'elle est bien poursuivie par les pouvoirs en place. C'est un texte une déclaration de M. Renaud Dutheil. Et M. Renaud Dutheil était ministre de la fonction publique. Ce texte a été rapporté par Charlie Hebdo. Donc il a fait cette déclaration le 20 octobre 2004 et ça a été rapporté par Charlie Hebdo dans son numéro du 27 octobre 2004. Et je vous lis ce qu'il dit. Le problème que nous avons en France, c'est que les gens sont contents des services publics. Alors il faut leur expliquer que nous sommes à deux doigts d'une crise majeure. Alors pourquoi M. Dutheil dit ça? Il dit parce qu'il faut réformer les services publics, etc. Donc pour le faire, il faut... Vous savez, c'est le choc réel ou supposé de Friedman, ou le canular de M. Minck. Et donc qu'est-ce que dit Dutheil? Il dit, eh bien, on va leur faire croire que nous sommes à deux doigts d'une crise, et dans ce cas-là, majeure. Alors on a fait ça très bien pour les retraites, etc. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, il y en a partout. Donc, si vous voulez, c'est presque un coup d'État, quand même, cette idée-là. Et l'accompagnement changeant, à mon avis, c'est souvent un coup d'État. Mais par petites touches. Pas à pas. Et puis, on segmente les choses, n'est-ce pas? Ben oui, alors le pas à pas, la technique des pas à pas, c'est de segmenter les choses, et puis de les prendre, puis de les attaquer. N'est-ce pas? Alors, vous avez, je voulais parler des retraites. Ici, si vous êtes attaqué à l'école, il faut commencer à produire du dysfonctionnement dans l'école pour qu'on change l'éducation nationale. On brouille aussi, etc. On enveloppe tout ça d'un nuage de fumée avec les mots que je vous ai indiqués tout à l'heure. Alors pourquoi on fait ça? Simplement pour que la résistance ne résiste pas, c'est qu'elle n'ait plus de prise. La résistance n'est plus de prise sur ce qui arrive. Donc je vous ai cité les trois outils, je vous les rappelle, les trois premiers outils, la réinitialisation des comportements, la création d'un choc traumatique, l'accompagnement du changement. Voilà le quatrième outil qu'on appelle le social learning. Alors pour ne pas m'embrouiller dans la définition, je vais carrément vous la donner. Cette définition, le social learning, si vous ne connaissez pas, a été donnée par le Centre français de recherche sur le renseignement, dont l'acronyme est SCF2R, hein, Centre français de recherche sur le renseignement. Et voilà ce que dit ce Centre français de recherche sur le renseignement. Le social learning utilise les effets combinés de la culture, de la connaissance et de la psychologie pour amener une population ciblée à raisonner selon un certain schéma de pensée initié par l'influenceur, dans les buts politiques, économiques ou socioculturels. Le social learning est donc un formatage social à des fins d'influence. Son objectif est la conquête des territoires mentaux. Voilà. Je n'invente pas, hein. Donc il s'agit bien de quoi il s'agit dans le fond? Il s'agit d'une conquête des cœurs et des esprits. L'objectif, c'est évidemment de modifier les modes de vie, modifier les mœurs, modifier les coutumes d'un groupe d'humains, mais surtout à son insu. À son insu. Voire même en lui laissant croire que c'est une évolution naturelle. Que ça fait partie de la logique des choses.
l'évolution naturelle étant supérieure à l'évolution culturelle dans ce cas. C'est-à-dire que l'homme peut intervenir, la nature semble plus forte et l'évolution naturelle sont évidemment, on ne peut pas les contredire puisque ce sont des évolutions naturelles. Il y a un monsieur qui s'appelle Stuart Evan, ou Ewan, je ne sais pas comment on le prononce, moi je vais le prononcer Evan, ça me paraît plus simple, qui est un historien de la publicité, et les auteurs disent quelque chose, disent un peu sur lui, sur le livre qu'il a écrit, notamment Conscience sous influence, c'est le titre du livre, et il dit la chose suivante, les auteurs disent la chose suivante sur Evan. En s'appuyant sur d'abondantes citations de leurs écrits et déclarations dans la presse, Evan montre comment des industriels et des chercheurs américains en sciences sociales réfléchirent ensemble au sortir de la Première Guerre mondiale au moyen de créer un nouveau type de société et un nouveau type d'individu exclusivement orienté sur la production et la consommation. Et il résume, l'auteur Evan, ainsi leur réflexion à ces industriels et à ces chercheurs. Ouvrez les guillemets. Créer une culture nationale et lui donner une cohérence grâce au lien social de la consommation, voilà un projet qui relève fondamentalement de la planification sociale. Fin pour l'outil du social learning. Autre outil, la fabrication du consentement. Vous savez sans doute, me semble-t-il, un des grands penseurs contemporains, Noam Chomsky, avait, il a écrit un livre sur la fabrique du consentement, mais je ne suis plus sûr si le titre était Fabrique du consentement ou Fabrication du consentement, peu importe, je ne l'ai plus en tête maintenant, très intéressant, donc on sait que il faut que les gens consentent, évidemment. Hein. Alors comment faire, qu'est-ce que ça veut dire fabriquer du consentement? Ça répond à la question suivante, comment faire accomplir quelque chose à quelqu'un, en lui donnant le sentiment que c'est lui qui a choisi librement de le faire. C'est ça, le consentement. La fabrication du consentement. Comment faire accomplir quelque chose à quelqu'un en lui donnant le sentiment que c'est lui qui a choisi librement de le faire. Alors, il y a plusieurs méthodes, évidemment. Les méthodes qui ont été retenues donc dans la fabrique du consentement dans l'ingénierie sociale, c'est de cibler les 4 impulsions primaires que vous connaissez, j'imagine. La première impulsion primaire, c'est l'agressivité. La deuxième impulsion primaire, c'est l'intérêt matériel immédiat. La troisième, c'est l'attirance sexuelle, au sens large évidemment. Et la quatrième, c'est la recherche de la sécurité et de la norme. Donc pour obtenir ce consentement, il faut jouer là-dessus. Alors on peut très bien prendre cette grille d'analyse, puis regarder ce qui se passe dans notre pays. L'agressivité, c'est formidable, on a tout ce qu'il faut, on a des minorités qui sont là pour ça. Alors on peut parler, je sais pas moi, des chômeurs, des assistés sociaux, des immigrés, des musulmans, enfin il y a tout ce qu'il faut là. Hein. L'intérêt matériel immédiat, je ne vais pas vous faire un dessin, il suffit de passer 20 minutes devant la télévision à l'heure des publicités pour voir ce que ça veut dire. L'attirance sexuelle au sens large, c'est-à-dire créer un désir de la chair, un désir du bas-ventre, n'est-ce pas? Alors là, c'est simple aussi, si vous allez au salon de l'auto, ce que je ne fais pas, mais pour avoir vu des reportages sur le salon automobile, il n'y a pas une voiture sans fille autour, quelquefois en maillot de bain d'ailleurs. Et puis la recherche de la sécurité de la norme, on l'a bien compris, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Prenez en France par exemple, vous avez je ne sais pas combien de phrases qui commencent par « pour votre sécurité, virgule », et puis là vous êtes filmé, il faut mettre un nom sur vos bagages, il faut vous laisser fouiller à l'aéroport, il faut présenter vos papiers quand on vous le demande, etc. etc. Vous êtes fouillé, Bon bref, voilà, donc ça c'est pour votre sécurité. Et donc, vous voyez, quand on s'adresse à ces 4 types d'impulsions, on obtient des résultats. Et je viens de vous en donner quelques exemples. Et donc, l'idée générale dans l'ingénierie sociale, c'est de promettre la satisfaction la plus pleine et la plus rapide à ces 4 impulsions. Il faut donner satisfaction à l'agressivité, donc lui trouver un objet, donner de la satisfaction immédiate à l'intérêt matériel immédiat, et là ça s'appelle de la consommation, donner une satisfaction pleine et rapide à l'attirance sexuelle au sens large, et donner, donc ça on le fait dans l'image, et donner, entre autres, donner une réponse immédiate aux besoins de sécurité. Alors là, il suffit d'empiler les lois sécuritaires dans notre pays, qui sortent tous les 2 mois à peu près, et on aura compris. Or, ce que font ces méthodologies-là, bien sûr, elles s'adressent
au schéma le plus archaïque qui nous constitue. Il y a une sorte de régression qui est en train de se produire, parce qu'évidemment, c'est ces schémas-là qui sont réactivés. Sixième outil de l'ingénierie sociale, alors le nom est amusant de cet outil, on l'appelle le Titi-Tainment. Alors ça s'écrit T-I-2-T-Y-T-A-I-N-M-E-N-T, le Titi-Tainment. Et donc c'est une combinaison de deux mots, entertainment, le mot américain que vous connaissez, et tits, qui désigne assez vulgairement les seins d'une femme. Alors, vous avez compris, on cherche dans l'outil précédent qu'on a vu, qui est la fabrication du consentement, on cherche donc le consentement. Et le consentement se traduit par quoi? Par un oui. Donc il faut, pour obtenir un oui, la méthode du Titi-Tainment, ça consiste à provoquer un abaissement de la maturité psychique des individus. Et avec une promesse, ou en tous les cas non dite évidemment, d'un retour dans le giron maternel, d'où ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés maternisantes. Alors, pour le coup, là, on a assez bien réussi, je trouve. Je veux prendre l'exemple, vous êtes sur l'autoroute, et vous allez prendre une bretelle de sortie pour aller là où vous voulez aller. Eh bien, vous remarquerez que on vous prend vraiment pour un enfant, puisque on vous dit qu'après les 130 autorisés, il faut ralentir à 90, puis 70, puis 50, etc., etc. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous prévient qu'on est assez bête pour ne pas ralentir et préférer peut-être se foutre en l'air dans le virage, dans la courbe qui nous fait sortir de l'autoroute. Vous avez d'autres signes de ce genre, vous avez l'ensemble des choses qu'il faut maintenant mettre autour de soi pour se protéger dans la vie domestique ou dans la vie sportive, entre casques, protège-prise, enfin des trucs absolument insensés. En fait, la société nous dit vous êtes immature, vous êtes incapable de vous protéger vous-même ou d'assurer votre propre santé vous-même ou d'assurer vous-même la prévention contre des risques, alors on va s'en occuper. Et quand vous entendez aujourd'hui, je sais pas, 5 fruits, 5 légumes et peut-être 5 laitages si le lobby du laitage a été influent, eh bien c'est ni plus ni moins qu'une sorte de maternisation de nos comportements. Donc donc cette technique vous permet d'abaisser la maturité psychique des individus. Donc qu'est-ce que propose finalement le Titi-Tainment un Disney finalement, un Disneyland mondial avec deux produits, pour reprendre une expression plutôt marketing ou économique, consommation et distraction. Donc en fait, alors là pour le coup, j'ai retrouvé la phrase dans ce livre aussi, ça fait penser aux auteurs à une phrase que j'avais entendue aussi du MEDEF, c'était en 2005, dont le thème de l'université d'été, parce ils font une université d'été, ces gens-là, était le réenchantement du monde. On est absolument dans le Disneyland. Alors qu'est-ce que c'est qu'en fait l'abaissement de la maturité psychique de l'individu? C'est une sorte de retour à la vie intra-utérine. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vie intra-utérine pour un peuple qui aurait une maturité psychique d'un fœtus? Eh bien, ça serait une fusion avec autrui. On en avait déjà parlé dans un autre livre de Cédric Lagrandray sur l'absence de couture des sociétés. Donc, cette fusion se produisant dans un grand tout homogène et enveloppant, trouver une sorte de sécurité par le même à côté de moi. L'obéissance au mouvement général, la jouissance continue et immédiate. Il est vrai qu'un fœtus ou qu'un fœtus et son développement dans le ventre de sa mère n'a jamais faim. Une identité unifiée, il n'y a plus de problème identitaire, absence de tension, de contradiction, de contestation, de débat, etc., etc. En d'autres termes, ça s'appelle de la pure positivité. Et n'en déplaise à ceux qui positivent, eh bien la pure positivité, c'est la fin de l'histoire. Rappelez-vous, en 1989, le mur de Berlin s'effondre, le bloc communiste le suit de peu, et M. Fukuyama, philosophe américain, annonce la fin de l'histoire, puisque finalement, tous les pays et l'ensemble du monde va être soumis à la démocratie libérale. Donc voilà pour le Titi-Tainment, qui était le sixième instrument de l'ingénierie sociale. Un septième,
Alors, j'ai pas aimé le titre là, je sais plus quel était le titre d'ailleurs du 7e. Si je vous le retrouve, je perds un peu de temps. Le pied dans la porte, voilà. Moi, j'ai pas bien compris, même si je vois bien ce que ça veut dire, mais dans le texte, j'ai pas réussi à m'y retrouver avec ça. Alors, j'ai mis deux titres, moi, parce qu'il y a deux, dans cet outil, il y a deux méthodologies, hein. La première, ça serait ce que j'appelle écorcher sans faire mal, et la seconde, c'est la technique des petits pas. Première méthode, donc, et je vais vous citer et je vais parler je vais pas m'étendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'avait donné le CDE, enfin qui a dit le CDE, qui recommandait au pouvoir, pour liquider les services publics, parce qu'il s'agit bien de ça, hein, il ne s'agit pas de le cacher, c'est bien de ça dont il s'agit. Et voilà ce qu'elle disait l'OCDE. Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. Ce que dit l'OCDE, c'est que si vous voulez gentiment effacer les outils de solidarité dans un pays, par exemple, alors vous diminuez les dépenses, mais vous ne diminuez pas la quantité. En d'autres termes, la soupe est toujours la même, par contre, il y a moins de légumes, il y a moins de lard, ou il y a moins de je sais pas quoi, si c'était. Voilà, vous voyez, on mange la même soupe, mais elle est moins, elle est moins riche. En fait, c'est ça. Donc l'idée, c'est ça. Alors effectivement, c'est une façon de faire, et c'est c'est pas loin de ce qui se fait aujourd'hui d'ailleurs. Il suffit d'aller dans les hôpitaux aujourd'hui pour comprendre. Alors il y a une autre méthode que j'ai appelée moi la technique des petits pas. Là, c'est ce qu'on appelle la création d'une crise. Par exemple, vous diminuez le budget de fonctionnement de telle ou telle chose, je ne sais pas, d'un ministère quelconque, etc. Et on dit, ah ben puisqu'on n'a pas, on peut pas faire autrement que de baisser le budget, n'est-ce pas? Alors on va proposer une solution. On dit que c'est la seule, évidemment, parce que et on sait que la solution ne fait qu'empirer le problème, mais les choses pour le groupe, les choses ont l'impression d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'une autre position. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'en disant la position, tel ministère n'a plus les moyens, mais on a des solutions de remplacement. Même si ces solutions-là n'existent pas, même si la solution empire le problème, je vous rappelle, c'est au nom de il faut proposer une perspective, ou plutôt une réalité qui ne soit pas une réalité qui ne soit pas la réalité constatable, mais une réalité perceptible, donc une perception de la réalité. Eh bien, avec ce changement de position, on propose une réalité différente, évidemment. Et donc une perception qui permet de faire du réel. Donc, par simplement changement de position, vous connaissez, c'est assez utilisé, ça a été utilisé, et c'est toujours utilisé d'ailleurs, avec beaucoup moins de succès maintenant, en ce qui concerne la Grèce notamment, par exemple. Alors, je pourrais passer au 8e outil, qui est ce qu'on appelle le mind control, le 9e outil, le virtualisme, le 10e outil, la guerre contre-insurrectionnelle, le 11e outil, la réalité building, le 12e outil, le management négatif, le 13e outil, la théorie de la jeune fille, et le 14e outil, le biopouvoir. Vous voyez qu'on en a 14, et je sais bien que c'est trop long maintenant, et que je ne vais même pas vous en parler parce que je vous incite à lire ce livre. Alors pourquoi je vous incite à le lire? Si vous regardez ce que je vous ai présenté, si vous... En dehors de toute opinion que vous pourriez avoir, évidemment, l'opinion cache souvent le jugement, eh bien, il suffirait de reprendre exactement ce qui se produit dans le monde contemporain aujourd'hui, dans les mois qui s'écoulent et les mois qui vont venir, mais les mois qui s'écoulent, on les connaît déjà, donc on a la capacité de regarder ce qui s'est passé. Eh bien, il n'y a pas un de ces outils que je vous ai cités de l'ingénierie sociale qui ne soit pas illustré par un exemple concret de ce qui se passe dans notre société. C'était juste ça que je voulais faire avec vous, juste vous dire qu'il y a une vraie mise en œuvre d'ingénierie sociale et qu'elle n'est pas anodine, puisqu'elle pourrait nous empêcher de penser par nous-mêmes et donc d'être des citoyens libres et résistants. C'est pour cela que je vous conseille l'exercice. Alors après ça, vous y mettrez vos propres opinions, bien entendu, mais faisons d'abord l'exercice. Faisons d'abord l'exercice. Peut-être que c'est un exercice salutaire de discernement. Merci de votre écoute attentive. Ça a été un peu long et je m'en excuse, mais il faut passer du temps à ces choses-là parce que ça détermine nos vies finalement et notre liberté. Et à bientôt, une prochaine fois pour un prochain livre.